Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Mathieu Fer, donc je suis chez IBM France. Je suis partenaire technico-spécialiste, donc un magnifique mot qui veut tout et rien dire. Spécialité technique avant-vente chez IBM. Comme vous le savez déjà, on va parler de PowerSC, donc sécurité et conformité. Oui, les deux mots, c'est pas par magie qu'on les a choisis, hein, c'est sécurité et conformité, et ça va être sur les trois environnements qui sont supportés par la plateforme. On a de la chance, hein, AX, IBMI et Linux. Sur IBM Power, sachant que depuis la version 2.0 ou 2.1, PowerSC est aussi supporté sur Linux, sur Intel. C'est possible d'avoir une seule et même plateforme qui va être sur plusieurs processeurs différents. Bien sûr, tout ça, il y a des contraintes, etc. Donc, on abordera ça peut-être plus tard. Là, en rentrant un petit peu plus dans le concret, c'est la page d'accueil qui est assez régulièrement mise à jour quand il y a des mises à jour qui sortent. Donc ça, c'est la page d'accueil de la version 2.2.0.3, où on a vraiment l'ensemble des informations pour tous les systèmes qui sont monitorés, qui sont vraiment résumés ici, avec à chaque fois en haut, on retrouve les différents onglets qui permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités qu'on va voir donc dans cette présentation. Avec à la fin un petit point une petite démonstration sur la partie conformité. Juste entrefermer un peu le corps. De rentrer. En plus, vous ne vous sentez pas enfermé avec moi. Donc, voilà pour la partie page d'accueil. Et PowerSC va reposer sur 4 piliers principaux. J'ai des liens entre mon écran ici, le premier étant la conformité. Donc PowerSC fournit des profils qui suivent des normes industrielles connues, donc PCI, Payment Carte Industrie, PIS, qui est très utilisé, et avec des spécificités qu'on verra après un petit peu à quoi ça correspond. Et une fois qu'on a ces profils, en fait, on peut les appliquer. Et ça va permettre, d'une part, il vaut mieux pas fermer, parce que Laurent va arriver dans pas longtemps. Moi, de toute façon, ça se ferme pas. Les gens arrivent. On est là. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'était assez clair, ou est-ce que vous voulez qu'on retourne en arrière pour... On continue? Non, c'est calme alors. Donc, le premier pilier de PowerSC, c'est la conformité. On a des profils qui suivent des normes industrielles connues, et avec ces profils, on va être capable de voir la déviation entre la norme et vos environnements à l'instant T. Et même à l'instant T étant n'importe quel moment, vous pouvez vérifier la déviation. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, vous pouvez appliquer les profils qui permettent justement de corriger ces déviations. Donc ça ne va pas être magique, ça ne va pas être le cas pour l'ensemble des règles, parce qu'il y a des règles qui vont être très techniques et potentiellement très verrouillantes, on va dire. Dans certains cas très spécifiques, il faudra potentiellement le faire à la main. Le second pilier, c'est la partie sécurité. Donc il faut voir ça un petit peu comme étant une boîte à outils. PowerSC par des fonctionnalités inhérentes aux OS, ou alors des fonctionnalités tierces, comme par exemple la partie antivirus avec ClamAV, qui est un antivirus open source. Et donc on verra ça un petit peu plus en détail plus loin, parce qu'il y a vraiment quelques fonctionnalités à aborder. La partie gestion des mises à jour, donc ça malheureusement pour la partie maybe on l'abordera pas trop, parce que les aspects sont assez limitants avec l'outil. Et la partie qui n'est pas des moindres, le multifacteur authentification, avec un point intéressant, c'est qu'à la naissance de l'outil qui était en 2012, on avait deux outils distincts, PowerSC Standard Edition, qui regroupait les trois premiers piliers qu'on a vu juste avant, et PowerSC MEFA, qui était vraiment un outil à part entière sur le côté. Si jamais vous voulez, les présentations normalement sont disponibles après.
au cas où. Normalement, après connaissant Laurent, normalement, il y a une certitude. Mais bon. Donc voilà, donc on avait deux produits et depuis la version 2.0, les deux produits ont fusionné, ça fait un seul produit. Par contre, on reste avec deux interfaces graphiques différentes. Ça permet quand même de dissocier les deux. Maintenant qu'on a vu ça, on retrouve les OS supportés pour PowerSC, donc nos trois OS avec les deux distributions pour la partie Linux, SUSE et Red Hat Enterprise. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans chacun de ces piliers, à commencer par la conformité. Comme j'ai pu l'aborder, donc on va retrouver des profils qui suivent des normes industrielles. Donc ici, on a l'exemple de PCI, GDPR, IPA, donc ça c'est Health, donc c'est assurance santé, on va dire, plus aux États-Unis. Et on va pouvoir, depuis PowerSC, justement, effectuer différentes opérations et automatiser justement le respect à ces profils. Une fois qu'on a appliqué un profil, on va voir une autre partie de l'outil qui permet d'analyser et de voir un petit peu l'ensemble de vos systèmes, comment ça se passe, lesquels sont conformes, lesquels ne sont pas conformes, et à savoir que la partie rapport n'est pas que pour la conformité, mais aussi pour les éléments de sécurité. Et enfin, tout est centralisé sur une magnifique interface graphique. Voilà, je pense qu'on était tous ébahis devant la page d'accueil. Et là, on la retrouve. Oui. Elle tourne sur quoi? Ça tourne sur AX, Linux ou IBM. Alors attention. L'interface visuelle, c'est quand même du web. Ah oui, ça tourne sur AX, Linux ou IBM. Enfin, IBM, c'est à venir. C'est dans la prochaine release. Ce sera possible d'avoir justement la partie gestion du serveur et donc de l'interface graphique depuis une partition IBM. Donc ça, c'est une nouveauté. J'ai spoilé à tout le monde la fin de la présentation. Je suis désolé. Non, c'est moi, j'ai lâché l'information trop vite. Donc, toujours depuis l'interface graphique, aussi dans l'onglet conformité, on va retrouver donc en haut de la page une vue un peu synthétique pour l'ensemble des systèmes sur lesquels on aurait appliqué ou non un profil, avec combien sont conformes et combien ne le sont pas. Donc avec la résolution, je ne sais pas ce que ça donne, mais ici, c'est un peu flou. Et en dessous, on retrouve tous nos endpoints, avec à chaque fois qu'on a effectué une opération donc, sur un endpoint, on voit un petit triangle où soit on n'affiche pas les informations, soit on les affiche. Et à chaque fois, on a vraiment une vue de comment ça s'est passé, s'il y a des erreurs, pourquoi il y a des erreurs exactement. Là, on peut voir qu'il y a une règle qui a été appliquée et que beaucoup d'utilisateurs ne sont pas conformes à la règle. Ensuite, donc la possibilité de sélectionner nos endpoints. Une fois qu'on sélectionne un endpoint, on aura quelques opérations réalisables. Donc, pour les aborder succinctement, le best practice, c'est quand on veut utiliser un profil, on va commencer par le simuler. Donc, ça va voir justement cet aspect déviation entre votre environnement à l'instant T et ce qui est attendu par le profil. Et ça, c'est un best practice parce que une fois qu'on a simulé, qu'on voit tout ce qui ne va pas, on peut dire les changements ne vont pas détruire mon application qui est en train de tourner dessus, et on pourra appliquer le profil. Et à ce moment-là, ça va justement corriger toutes les déviations pour être conforme. Et après, il n'y aura plus tout ce rouge qui fait peur. Ensuite, on a l'opération check qui est sensiblement similaire à l'opération simulation. Le check, c'est vérifier que le dernier profil que j'ai appliqué, eh bien, que mon système est toujours conforme ou toujours pas conforme à ce dernier profil. Donc là, si on prend l'exemple de ici, le profil qui est appliqué, c'est IBM Best Practice Custom. Si à un instant T, j'étais conforme, je check au bout d'une semaine, 2 semaines, je fais l'opération check, ça va apparaître ici, et justement, ça va me dire, bon, je n'ai pas recorrigé de déviation, et en effectuant aucune opération de sécurité dessus, je suis toujours conforme. Ça a quand même une utilité de séparer simulation et check. Ensuite, on va retrouver Schedule, qui est aussi une opération nouvelle, qui est sortie avec la 2.2 récemment, qui est la possibilité de planifier justement à des moments, je veux dire, de manière hebdomadaire, je veux que tel système soit vérifié.
Et enfin, dernière mais pas des moindres, l'opération undo, donc qui permet de faire un rollback. Donc j'ai appliqué un profil, il y a quelque chose qui s'est mal passé, je retourne dans l'état précédent. Il faut quand même être très prudent. C'est pas parce qu'on peut faire un rollback que le rollback va forcément bien se passer. Parce qu'encore une fois, il y a certains paramètres qui sont un petit peu un one way, quoi. C'est un sens unique, donc des fois faire demi-tour dans une rue à sens unique, bon, ça se passe pas forcément très bien. Donc il faut toujours être très prudent quand on applique un profil, surtout avant d'appliquer. Donc là, on retrouve les différents profils qui sont existants par type d'OS. Donc, savoir que à la base, PowerSC, ça reste un outil qui était initialement prévu pour AX et que IBMI a rejoint plus récemment, on va dire, sachant qu'il y a beaucoup de développements qui sont faits, on le voit dans les dernières mises à jour, pour augmenter la partie IBMI où maintenant on a 3 profils, on n'a plus 2. Ça reste IBMI Best Practice, CIS et CIS 7.5. C'est beau. Une fois donc qu'on a appliqué et qu'on a effectué des opérations de conformité, on peut se rendre dans l'onglet Rapport, dans lequel on va avoir une certaine liste de rapports possibles. Et à chaque fois, l'opération qui devrait être faite, c'est je clique sur mes 3 petits points et je choisis un groupe que j'aurais créé sur mon serveur PowerSC. Donc ça peut se faire depuis l'interface graphique. On peut aussi faire comme c'est là actuellement et voir l'ensemble des systèmes. Une fois qu'on a sélectionné un groupe, le premier rapport de conformité, c'est un rapport qui est synthétisé. Donc en haut, on retrouve le même aperçu que sur la page conformité, et en dessous, on va avoir une vue synthétique sur l'état de conformité des endpoints de mon groupe. Donc lesquels ne sont pas conformes ou sont conformes, ou alors combien de règles ont été échouées ou pas. Une fois qu'on a vu cette partie un peu résumée, on a aussi un rapport qui, lui, va être détaillé. Et, alors je sais pas, oui, voilà. Encore une fois, on choisit le groupe que l'on veut observer. Et une fois qu'on l'a choisi, on va voir ce magnifique rapport. En haut, toujours la vue synthétique pour l'ensemble des systèmes. Et en bas, on va voir donc la même vue, les mêmes informations que pour le rapport résumé, mais on va être dans la capacité justement d'étendre et de voir quelles règles ont été appliquées et lesquelles sont conformes, ne sont pas conformes. Et si les règles ne sont pas conformes, alors on voit pour quelles raisons. Là, évidemment, il y a un réel problème avec la taille des mots de passe. Est-ce que oui? Les profils qui sont utilisés pour justement établir la conformité d'un système, est-ce qu'ils sont mis à jour régulièrement par les instances, les grandes autorités, et comment ils sont mis à jour en produit? Alors, ça va un petit peu faire la cascade descendante. C'est les grandes instances décident de modifier une norme. À ce moment-là, il va y avoir un travail après au niveau du produit qui va être de dire bon, bah, je mets à jour ma norme, soit je rajoute des règles, soit j'en modifie, soit j'en retire. Ça m'étonnerait plus, mais bon. Et en fait, il y a toujours un temps d'adaptation en fait entre la mise à jour du produit avec la mise à jour de la norme et la mise à jour de la norme elle-même. Ça passe par les services PAC des choses. C'est ça, c'est sur des services PAC. C'est dès qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, il y en a une en décembre, avec des bonnes nouvelles pour IBM. Mais vous parlez de ces services PAC, du coup, plutôt AX. Quand je dis service PAC, c'est au sens large. D'accord. Ça peut être des publicités de pitié, des TR. Oui, du coup. Et du coup, oui, tout est embarqué à chaque fois dans les mises à jour de l'outil. Donc il y aura les profils qui sont mis à jour et les nouveaux profils. Parce que c'est pareil, au-delà de l'aspect de mettre à jour des profils déjà existants, c'est aussi d'en rajouter des nouveaux pour rajouter un petit peu de qualité. Et un petit peu comme le produit PowerSC, il est développé de façon entre guillemets agile. Et c'est avec les retours que les développeurs vont avoir de la part des utilisateurs qui vont ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. Il y a une fonctionnalité typiquement dans la partie sécurité qui a été créée juste pour un pays, parce que dans ce pays-là, ils recevaient de la part du gouvernement, il me semble, une liste avec des hashes de virus, de signatures de virus. Et donc, ils ont créé une fonctionnalité qui s'appelle Block Listing sur PowerSC qui dit, à partir de mon fichier de hash de virus,
je bloque en fait tous les fichiers qui sont disponibles dans mon système. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été créée spécifiquement parce que des utilisateurs ont fait remonter un besoin. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur la partie conformité? C'est possible d'avoir des questions après aussi. Hein, partie sécurité, donc. Comme je disais tout à l'heure, on retrouve un petit peu cet aspect boîte à outils, parce qu'on a vraiment beaucoup de fonctionnalités, mais ce n'est pas des fonctionnalités qui sont créées par PowerSC. Très souvent, c'est des fonctionnalités qui sont inhérentes aux OS. Et je pense notamment à la surveillance d'intégrité de fichiers. Dans le cas d'IBMI, on utilise le QODIT Journal. Donc ça permet d'interfacer et de voir l'ensemble des événements relevés par le QODIT Journal depuis PowerSC. Pareil, depuis PowerSC, c'est possible de configurer un petit peu des actions à faire en cas d'observation d'événements. C'est-à-dire que j'ai modifié un fichier ou un répertoire dans mon IBMI que je monitore. Et à ce moment-là, je vais pouvoir dire, bon, bah, si j'ai tel événement, m'envoyer un mail, faire tourner un script ou envoyer des informations sur un syslog. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs AX ou Linux dans la salle. Sur les deux universités. Voilà. Donc je vais omettre la partie AX et Linux et juste sur la partie IBMI, ce qui sera substantiellement plus court vu la quantité sur la partie AX. On retrouve aussi pour IBMI en termes de sécurité le système de détection d'intrusion, donc tout ce qui est tentative de connexion avec échec sur mot de passe, du port scan, tout ça, et une fonctionnalité qui est le Trusted Firewall. Donc ça, c'est pas lié à un OS spécifiquement. C'est si vous avez un système avec un VIOS, donc un Virtual I/O Server, et que vous avez des communications récurrentes entre deux partitions d'un même serveur qui passent par le même VIOS, vous pouvez utiliser le Trusted Firewall qui vous permet de bypasser en fait l'aspect je vais jusqu'à ma couche physique, je descends jusqu'au routeur, je retourne dans le serveur et je vais vers ma deuxième partition. À ce moment-là, ça permet de faire une route en fait privée entre les deux, en disant je sais qu'entre ces deux IP, j'ai confiance, donc faire une optimisation en termes de performance. Et Mathieu, une question, c'est par exemple, donc on a effectivement deux OS sur le même power. Oui. Est-ce que la partie conformité, donc elle est liée, donc elle est globalisée ou est-ce qu'elle est détaillée par OS sur le IBMI et puis du Linux par exemple, sur le même power, est-ce que Ouais, sûr de si, est-ce que la partie conformité, par exemple, il va y avoir un rapport à la fin, est-ce qu'on le fait par OS ou est-ce qu'on le fait sur le power global? Bah, ça, du coup, la partie rapport, c'est toi qui vas choisir. Ah oui, C'est-à-dire que tu vas lister un nombre de endpoints que tu vas mettre dans ton groupe. Donc, tu peux créer des groupes de deux manières différentes, oui. soit de manière automatique, pour éviter d'avoir à faire du clic-clic à chaque fois et rajouter des endpoints C'est client qui choisit en fonction de ce qu'il veut faire. C'est ça. Soit de manière dynamique, soit de manière statique, où justement là c'est du clic-clic et c'est possible d'extraire les rapports comme ça. Après, pour tout ce qui est opération, ça peut se faire de manière unitaire. Soit j'ai des profils que je veux appliquer en bulk sur l'ensemble de mes endpoints, j'en sélectionne plusieurs, j'applique le même profil, je lance et ça va se faire. Et entre guillemets, c'est transparent pour le serveur parce que c'est pas le serveur qui fait les opérations, c'est les partitions clients. Et le Trusted Firewall, c'est les partitions MOS ou je peux avoir de partitions juste sur un même système. En fait, c'est pour ça que c'est sur les trois. C'est que c'est une configuration qui se fait au niveau du VIO. Et comme ça va être des adresses IP et pas forcément la connaissance de l'OS derrière, c'est indépendant de l'OS. Parce que c'est tout bon. Donc, comme pour la partie vue, on retourne sur l'interface graphique dans l'onglet sécurité. Toujours en haut, on a la vue synthétique par type d'événement pour l'ensemble des endpoints de mon groupe. Et ensuite, donc pour chaque ligne, mes endpoints, et pour chaque colonne, mes fonctionnalités. Donc, on va savoir si une fonctionnalité est installée ou non, et si elle est activée.
ou pas activées. Et bien sûr, pour une question de lisibilité, donc j'ai spoilé cette partie, c'est possible de choisir quelle fonctionnalité vous voulez afficher. Et typiquement, voilà, le patch, si vous avez que des environnements IBMI, ça ne vous intéresse pas forcément d'avoir l'information sur est-ce que ma policy de patching AX est conforme sur les politique. Et voilà, donc à chaque fois, il y a toujours des acronymes, donc j'ai mis. Et du coup, sur la partie base AX, c'est géré comme un AX classique ou est-ce que vous avez des notions spécifiques? Base AX? Ce système AX sur IBM. Oui, d'accord. Non, il n'y a pas de. On va dire que l'OS IBMI est considéré comme OS et il n'y a pas cette. Mais est-ce que du coup, donc c'est-à-dire y compris la partie AX de IBM? C'est pas vu comme un système. Oui, mais pourtant dedans, tu peux avoir des Oui. choses importantes pour la conformité. Mais C'est ça que il voit la partition, mais c'est à l'intérieur du système phase qui tourne à l'intérieur de l'IBM, il ne le voit pas. Le produit, en tout cas, ne C'est pas fait une pas cette différence. distinction. C'est un service phase, Ouais. c'est pas un OS AX. Ouais. En fait, la distinction est là. C'est pas un OS. En fait, Mais du coup, on scanne rien dedans, ça veut dire? bah, là, non. Alors, c'est possible de scanner. Encore une fois, ça dépend comment vous Mais attention, c'est pas configurez. un système avec des file systems ainsi de suite, comme un système AX ou Linux c'est standard. C'est juste un environnement pour donner des commandes Unix, entre guillemets. On ne va pas parler d'AX, mais nulle part on voit des file systems AX dans le 400 liés à base. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas. Donc c'est pas un système. Par rapport aux aspects sécurité, je crois. Ouais. Par rapport à ça. En scan que tu peux faire sur. Après, dans tous les cas, ça ne change pas les fonctionnalités qui sont disponibles. On va dire la partie surveillance d'intégrité de fichiers. Vous choisissez les fichiers, enfin, du coup, les objets que vous voulez monitorer. Et en toute logique, ils sont vus aussi. C'est pas parce que vous y accédez via des commandes Unix, via PAS, que l'objet en lui-même, il n'appartient pas à l'IBM. Comme l'objet appartient à la partition IBMI, vous pouvez le monitorer, donc toutes les opérations, y compris celles qu'on fait via PAS, sont observables. Parce que pas la relation de l'IFS, hein, Oui. voilà. Du coup, ensuite, on a aussi des rapports qui sont spécifiques à la partie sécurité. Donc, même processus, je choisis mon groupe. Une fois qu'il est choisi, je vais avoir la vue synthétique pour l'ensemble de mes systèmes en haut. Et ensuite, pour le rapport qui est résumé, une vue synthétique aussi sur à un instant T, j'avais ma fonctionnalité qui était installée mais pas activée, pas installée. Donc, autrement dit, on n'a rien fait sur cette partition. Mais on voit, donc c'est une image figée dans le temps sans aucun détail. On peut résumer. La deuxième possibilité, c'est d'avoir le rapport détaillé. Et à ce moment-là, on choisit toujours un groupe, vue résumée pour l'ensemble des systèmes en haut, et en dessous, à chaque fois qu'on voit des petites pastilles avec des nombres dedans, qui correspondent au nombre d'événements liés à la fonctionnalité, on est en mesure de voir quel événement s'est déroulé. Donc là, typiquement, on a activé la surveillance d'intégrité de fichiers sur la partition. Ça, c'est une partition AX. Et à chaque fois, on a le détail avec l'ensemble des informations, la date et l'heure. Et ce que je trouve très intéressant, mais bon, encore une fois, c'est le QOD journal, c'est la possibilité de voir qui a effectué l'opération, avec quelle commande, etc. Donc ça, pour la partie AX, en tout cas, c'est très bien détaillé. Pour la partie IBMI, j'ai aucun doute que le QOD journal donne beaucoup d'informations. Et ensuite, on va retrouver d'autres rapports. Donc un rapport que je n'ai pas montré là, mais qui combine à la fois la conformité et la partie sécurité. Et là, des rapports qui sont un petit peu plus fins, parce que là, on va choisir des endpoints et pas des groupes. Et donc ce rapport-là, notamment, je trouve très intéressant, parce qu'on arrive à voir l'ensemble des événements avec l'ordre chronologique dans lequel ils sont déroulés. Donc
Ça peut être très intéressant pour retracer un petit peu et retrouver une route cause. C'est bizarre, il s'est passé quelque chose, il y a tout qui a explosé. Et c'est bien de savoir dans quel ordre un petit peu ça s'est déroulé pour savoir un petit peu retrouver les raisons de l'explosion. Ensuite, donc oui, la timeline, j'ai dit. Analyse, donc analyse d'événements, qui donne sensiblement les mêmes informations, sauf que à ce moment-là, on peut effectuer également des filtres en haut de la page, selon l'urgence liée à l'événement, le type, la catégorie d'événement, si vous avez caché l'événement ou pas, parce que c'était un événement que lambda, vous voulez masquer, vous pouvez aussi faire. Donc voilà, et à chaque fois, on a les détails des événements qui sont survenus. Voilà pour la partie rapport. La partie gestion des mises à jour, donc ça, comme je l'ai mentionné juste avant, on ne va pas l'aborder trop en détail, vu le nom de l'événement. Malheureusement pour IBM, pour le moment, parce qu'encore une fois, c'est un outil qui évolue, on peut juste voir le niveau de bon, c'est un niveau d'utilité qui est relativement limité. Pour Linux et surtout pour AX, en fait, on a un composant qui est vraiment très utile pour le coup, le Trusted Network Connect, qui permet de créer des policies de patching, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais, il n'y a pas de quoi désespérer pour la partie DNI. Ensuite, le multifacteur authentification. Je pense que globalement tout le monde doit connaître au fait de s'authentifier via un minimum de 2 facteurs différents. On a différents types de facteurs d'authentification. Je pense que je vais pas rentrer trop dans le détail à ce niveau-là. Après, il y a un point important à différencier qui est le multifacteur authentification. Donc, au minimum 2 facteurs de manière simultanée, c'est-à-dire que j'y réponds en même temps, à opposer au multi-step authentification, authentification multi-étape. J'ai plusieurs facteurs, mais j'y réponds de manière séquencée. Même si c'est plus sécurisé que d'avoir un seul facteur, ça reste moins sécurisé que de le faire de manière simultanée. Parce que ici, on ne sait pas à quel endroit on s'est trompé. Que ici, on peut l'extraire. J'arrive le premier, le deuxième j'échoue, je sais que le premier était bon. Sachant que pour tout ce qui est Payment Card Industry, donc cette norme-là, il faut être en multifacteur authentification, pas en multi. Ensuite, ce qui va nous intéresser un petit peu, c'est les facteurs qui sont supportés par PowerSC MFA. PowerSC n'invente pas de facteurs d'authentification, il repose sur des facteurs qui sont communément utilisés, YubiKey, le protocole Radius, le mot de passe, bon, voilà, le time-based one-time password, qui est assez régulièrement utilisé, et j'en passe. Et l'aspect vraiment de PowerSC MFA, c'est que vous pouvez créer différentes combinaisons de multifacteurs. Si vous avez différents types d'utilisateurs, typiquement des administrateurs, des développeurs, etc., certains peuvent avoir accès déjà à des facteurs. Par exemple, SecurID, à ce moment-là, vous pouvez dire, tous mes administrateurs, ils vont avoir le SecurID plus le mot de passe plus un TOTP potentiellement, et les développeurs ou des utilisateurs avec beaucoup moins de droits sur la partition, eux, on leur a pas forcément mis un SecurID. À ce moment-là, on leur met d'autres facteurs qui permettent d'être conformes au MFA, mais sans avoir à rajouter des nouveaux utilisateurs, des nouvelles licences sur les autres entités. Et au-delà de ça, on extrait, donc via une interface graphique spécifique sur le serveur MFA, on extrait ce qu'on appelle un cache token credential, qui est un token qu'on obtient si on arrive à s'authentifier via le MFA de manière réussie. La connexion vers le serveur passe par le PowerSC qui ensuite rebondit vers le serveur final. C'est simplement la mise en place des règles sur le serveur final et la connexion ensuite se fera. C'est le serveur MFA qui gère tout ce qui est règles. Donc lui, il s'occupe de tout ça.
La partition finale, elle va juste échanger avec le serveur pour lui envoyer justement soit les tokens d'authentification. Ça, c'est pour un type d'authentification qui n'est pas encore supporté sur la partie BMI. Mais c'est le serveur MFA qui gère l'ensemble des règles. Ça veut dire que si le MFA il tombe, il n'y a plus rien. Non, vous pouvez faire du HA sur le MFA. Vous pouvez mettre plusieurs partitions MFA qui sont en redondance. D'accord, mais par contre, le MFA, il est quand même. Oui. La partie Power SC MFA, elle est obligatoire pour pouvoir se connecter. Il n'y a pas moyen de transgresser. Si, on peut introduire une backdoor. Qui est autorisée à l'intérieur, bien sûr. C'est by design. Non, by design, par contre, c'est vraiment blague à part. C'est vraiment fait pour si jamais vous ne pouvez pas vous connecter, vous configurez d'une certaine manière pour dire si le Power SC MFA est par terre, je veux quand même accéder à ma partition. Donc à ce moment-là, c'est d'utiliser le mot de passe de votre partition. Je ne sais pas si du coup ça répondait. Ensuite, on a, donc j'avais parlé d'une interface graphique spécifique pour le cache token credential. On a aussi une interface graphique qui est liée à la partie configuration du système, où on va trouver différentes fonctionnalités, notamment quels paramètres on a utilisé pour la partie serveur MFA. Ce qui va être intéressant, je pense que c'est surtout les ports d'échange avec le serveur. Et derrière, donc, on a aussi la possibilité d'activer ou de désactiver des facteurs d'authentification. Ça évite de faire trop consommer pour rien. Ensuite, on a la partie qui nous intéresse un tout petit peu plus, mais pas encore trop. C'est la partie configuration des méthodes d'authentification. Donc là, vous pouvez configurer notamment pour la partie TOTP, vous dites que par défaut, je veux 8 chiffres sur mon token. Je veux le SHA-256 comme encryption du token, etc. Et comme autre exemple, on peut avoir Event Security Verify Access, c'est quel est le chemin vers mon certificat d'authentification. Donc ça, personnellement, je vois plus ça comme étant un pense-bête de se rappeler où mon certificat est et possibilité de modifier le chemin directement depuis l'interface graphique, parce que dans tous les cas, à un moment donné, il faudra passer par des lignes de commande qui permettent justement de stocker les certificats. Est-ce que nous détail, est-ce que ça va jusqu'au cipher? Tu autorises telle chaîne? Ça, c'est une bonne question. Ça. Je vais essayer de voir pour ça, mais j'ai pas plus le maître Jedi est sorti de la salle. Il est sorti au mauvais moment, quoi. Et mais, du coup, si on peut garder cette question-là. C'est ça. Ensuite, la partie configuration des règles. Donc là, on entre vraiment dans la partie qui nous intéresse sur Power SC MFA. C'est cette possibilité de voir mes règles existantes, mais aussi de les supprimer ou d'en créer des nouvelles. Et pour en créer une nouvelle, c'est vraiment très compliqué. En fait, il faut cliquer sur Add Policy, lui donner un nom, une description, la durée de validité du token. Donc, on parlait du CTC tout à l'heure. Depuis mon interface web, je me connecte, je m'authentifie avec succès, et ça va être combien de temps le token qui va m'être donné va être validé. Et première vecteur possible, la possibilité de réutiliser le même token plusieurs fois. Et une fois que ça s'est fait, je vais avoir à choisir les facteurs que je veux utiliser. Et voilà, c'est tout. Donc, encore une fois, on rentre un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est je peux avoir différentes combinaisons de facteurs d'authentification qui vont dépendre de un petit peu la population d'utilisateurs que vous aurez. C'est possible d'avoir la même règle pour tout le monde. Et last but not least, c'est possible d'ajouter des utilisateurs MFA, donc des utilisateurs qui pourront utiliser le MFA depuis interface graphique, donc sur l'onglet provisionnement d'utilisateur, ajouter un utilisateur, donner le nom qu'il a sur la partition. L'utilisateur s'appelle atoto, atoto et après son nom pour le retrouver plus facilement derrière. SSOID n'a pour le moment rien à voir avec le SSO sur IBMI, donc
pas de fausse joie trop tôt. Et deuxième backdoor possible, le password fallback. Donc là, à ce moment-là, ça reste quand mon serveur MFA est toujours up. C'est juste, si mon utilisateur il essaye plusieurs fois qu'il n'arrive pas à se connecter avec le MFA, à ce moment-là, il passe sur le mot de passe de sa partition. Donc même quand le serveur MFA est up, c'est possible d'introduire une backdoor. Par défaut, le paramètre est quand même à off. Voilà. Et ensuite, la deuxième possibilité, parce que le faire pour 1 à 10 utilisateurs, ça va, mais quand on en a une centaine, voire plus, on peut le faire via des scripts avec des trames de fichiers qui sont donnés dans la documentation, donc je ne pas par cœur, mais on a juste à utiliser deux fonctions sur la partie path pour la partie BMI pour le coup, et pour Alex Linux, pareil, c'est juste des scripts à lancer avec des trames de fichiers définies. Ensuite, pour la partie BMI plus spécifiquement, pour la partie AX, on va dire que c'est géré de manière automatique. Sur votre partition finale, vous renseignez on va dire que vous renseignez l'IP du serveur MFA. Sur la partie BMI, il va falloir ajouter les partitions. C'est pas forcément un serveur à part entière. Hein. Niveau du nom, c'est pas le meilleur. Vous ajoutez un nouveau serveur. Il faut que le hostname corresponde bien avec le hostname sur le DNS. Ensuite, vous allez définir un utilisateur sur votre partition actuelle pour SMFA serveur et à quel utilisateur, au singulier ou au pluriel, c'est possible d'avoir un utilisateur pour SMFA qui accède à plusieurs utilisateurs IBMI. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui l'ai fait. Et donc voilà, en fait, c'est très simple. Du coup, l'utilisateur AA-PMFA pourra se loguer en utilisant donc, le MFA à l'utilisateur user A. Voilà pour la partie configuration. Sachant que derrière, s'il y a des questions sur comment ça se passe derrière, n'hésitez. On a deux méthodes d'authentification. Donc la première, c'est le inbound, qui n'est pas encore supporté sur la partie BMI. Nous ne désespérons pas. Pour expliquer quand même succinctement, c'est très simple, c'est quand je me connecte en SSH à ma partition, je vais rentrer, donc il faut que mon nom d'utilisateur ici corresponde au nom d'utilisateur sur mon MFA serveur. Je rentre le nom de ma règle, et derrière, je vais répondre au facteur d'authentification. Si jamais je ne me trompe pas, à ce moment-là, j'arrive à me connecter sur mon cloud. Ensuite, la deuxième méthode qui est utilisable par tous les systèmes, y compris BMI, c'est d'utiliser le cache token credential. Donc, on accède à une interface web où j'ai fait de manière très succincte parce qu'il n'y a rien que ça sur la page. On donne le nom de sa règle. Une fois qu'on a donné le nom de la règle, le nom de l'utilisateur sur le serveur MFA, le premier facteur, le deuxième facteur, c'est le même que tout à l'heure, hein, c'est le mot de passe de ma partition pour rester MFA serveur, le token, le TOTP, pardon, qu'on retrouve ici. On obtient ce magnifique token, donc le CTC, qu'on va pouvoir copier et coller directement sur notre partition. Donc là, c'est vrai que c'est SSH, mais quand on l'utilise, vous pouvez l'utiliser pour vous loguer sur la 5250, sur Navigator for E, etc. Voilà pour cette partie-là. J'aurais fait le tour de la partie MFA. Est-ce que... Oui. Du coup, le maître Jedi est revenu. C'est quoi, maître Jedi? C'est des trucs. Excusez-moi, j'ai un peu trop de trucs logistiques, mais dis-moi. C'était sur la partie configuration, là, ce que j'ai vu qu'il y a, je pouvais voir, c'était savoir si on pouvait, comment dire, aller dans le détail, parce que tu parlais de Shadow 56 là, et c'était pour savoir si on pouvait aller jusqu'au détail sur les cipher suites autorisées, par exemple. Alors, non, au niveau de la configuration du MFA, on ne peut pas aller aussi profond, quoi. Malheureusement, pour l'instant, sur la partie BMI. Après, donc sur la nouvelle version qui arrive, la 2.2.04, on a le
Enfin non, le serveur MFA sur IBMI, ça fait un moment que c'est dessus, quoi. Ouais, après la partie cipher, en fait, le problème qu'on a, c'est la configuration. Il faut qu'on descende dans la ligne de commande, en fait, directement mais qu'au niveau de l'IBMI. On ne peut pas le configurer côté. Je vais y arriver, excusez-moi. Interface graphique. Ouais, merci. La nuit était très courte, donc les neurones, il faut le temps qu'ils raccrochent les wagons. Donc on ne peut pas tout configurer. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'il y a une grosse partie qui se configure directement en interface graphique, mais il y a certains points, si on veut vraiment aller plus loin. Maintenant, après, pour rapport à l'IBMI, on a encore des limitations. Malheureusement, ce n'est pas non plus l'OS le plus poussé sur PowerSC, même s'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent de version en version, on a de plus en plus de fonctionnalités là-dessus. Et puis, potentiellement, dans une version, on va dire, future, qui devra arriver incessamment sous peu dans quelques trucs, voilà. De source sûre, on sait que le MFA va être embarqué dans l'operating system. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité dans la prochaine version, ça fait partie notamment des futurs des dispositifs qui seront très avancés, où on va englober de la sécurité, mais directement au cœur de l'operating system. Donc ça fait partie des choses qui sont en cours d'étude. Donc nous, on va faire partie avec Mathieu des alpha-testeurs et bêta-testeurs de cette future version. Et c'est là-dessus où on va travailler, justement, regarder cette partie sécurité, comment ça va être en lien avec PowerSC, et ainsi de suite. PowerSC apporte beaucoup de choses, mais malheureusement, que ce soit sur le film ou sur plein de choses, ou même sur les règles de compliance, pour l'instant, c'est encore par rapport à ce qu'on peut trouver en AX et Linux, c'est vraiment tout petit. Donc, voilà. Et après, si vous voulez vraiment aller descendre très bas sur du cipher, ainsi de suite, sur du MFA avec l'IBMI, il va falloir passer par d'autres logiciels tiers, ainsi de suite, ou d'autres softs qui sont capables d'avoir ce niveau-là de descendre très, très profond. Ah. Je vous rends le padawan. Donc. C'est pratique, c'est le nom de ma partition. Donc, on en était à justement la fin. En fait. Malheureusement, toute bonne chose à une fin, ou toute mauvaise chose, ça dépend de notre point de vue. Non, parce qu'il y a une partie des mecs, mais pas tant que ça. Donc, on a vu les 4 piliers de PowerSC. On va retrouver quelques contraintes sur les OS pour chacun des composants, à savoir qu'à chaque fois, on a un serveur qui donne accès à l'interface graphique et qui connecte l'ensemble des agents. Et pour la partie MFA, c'est pareil, comme je le disais au tout début, on a toujours la distinction entre l'ancienne standard édition et l'édition actuelle, où avec une licence, on a les deux. Donc, l'interface graphique pour SCMFA et les clients pour SCMFA. Depuis la version 2.2.0.2, on a, via justement la plateforme PAS, la possibilité d'avoir le serveur pour SCMFA sur une partition IBM. Et coming soon, la très bonne nouvelle que j'ai spoilée dès le début, à partir du 12 décembre, ce sera possible d'avoir un serveur PowerSC, anciennement standard édition, pour tout ce qui est donc conformité et sécurité, directement sur une partition IBM. J'ai vu en plus en partage d'écran, je n'ai pas encore pu le tester, mais j'ai vu en partage d'écran, ça ressemble exactement à la même chose, c'est magique. On a le droit à une version d'essai de 90 jours, comme beaucoup des logiciels en fait. Et c'est en format try and buy, donc si vous essayez, vous êtes séduit, vous pouvez acheter et pas avoir un tout reconfiguré. Avec, c'est bien de savoir où on va, en sachant d'où on vient, et à partir de ça, on voit qu'il y a quand même régulièrement des mises à jour qui sont fournies, que ce soit pour la partie mise à jour des profils et des normes, comme pour la partie ajout des fonctionnalités intéressantes. Autant pour moi, c'était à 2.2.0.0 pour la partie MFA sur IBM. Et donc voilà, en règle générale, on a 4 petites releases par an, sachant que ces 2 dernières années, 2 et demi, il y a eu une release majeure en fait, chaque année, avec à chaque fois quelque chose de très intéressant. Ben voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions des fois sur ce qu'on a vu? Non. C'est une petite, elle est dans chez elle, mais on a un support de la partie Windows. Des sources informées ne pourront pas répondre à la question, c'est ça? Non, voilà. Non, en fait. Je crois qu'il y a trop de trucs à corriger là-dessus. Ouais, non, même. On est d'accord, mais
On parle de geek, on parle de compliance, et voilà, c'est Ouais, alors après, la plupart des produits, du moins ceux qui font de la compliance en Windows, ainsi de suite, ils ont déjà des distributions qui existent, du moins des suites qui existent, ainsi de suite. PowerSC, il a été vraiment vu depuis la partie AX Linux. Il a été ouvert à l'IBMI, mais il n'y a pas de volonté demain que ce soit un produit qui devienne une référence. Après, en termes de sécurité, il y avait du QRadar, il y avait tout un tas de choses. PowerSC peut se connecter avec du QRadar, avec plein d'autres produits, et ça peut se connecter aussi avec comment ça s'appelle? Merci, du syslog. J'ai quelqu'un qui trouve c'est bien. Donc, du syslog. il a dormi. Ouais, lui, il a dormi, pas moi. Du coup, on peut vraiment aller très loin avec PowerSC. Mais par contre, il faut vraiment avoir la vision que tout ce qui va être plutôt x86, on est très limité. On supporte maintenant du Linux on 86, mais c'est pas le but. Là, c'est vraiment un produit qui est orienté plateforme Power. Donc voilà, c'est plutôt la philosophie du produit et il n'y a pas d'orientation voulue d'aller sur plus que ça sur du x86 ou encore du Windows. Quand on parle de compliance et qu'on injecte du système, ça veut dire que le système va se connecter sur le système pour pouvoir C'est plutôt ça va pousser les. Ouais, ça pousse les logs sur un syslog en fait. On a la capacité d'envoyer toutes les logs de PowerSC dans un syslog pour les tracer et les analyser et ainsi de suite. D'accord. Ah non, c'est toujours en push, c'est toujours de l'émetteur en fait. PowerSC est plutôt vu comme un outil d'émission et d'envoi de ses traces à quelqu'un plutôt que de réception. C'est pour ça qu'après, quand on fait du film ou autre chose en IBMI, il est tellement bavard que c'est insupportable. En fait, il faut aller tellement loin dans le traçage, par exemple, tout ce qui va être les CO, les DO, les machins, tous les postes d'audit de journal. Ouais. Ça demande d'aller tellement loin dedans parce que tu fais juste une création de profil utilisateur, tu as 50 lignes de code pour dire tel user, tel machin s'est connecté pour une action, quoi. Donc, t'imagines sur 1000 utilisateurs, ainsi de suite, tu vas te retrouver avec des milliers de lignes pour pas grand-chose. C'est un peu le problème de PowerSC et aussi le problème, c'est que demain, ça va te remplir ta journalisation parce que tu vas avoir des récepteurs qui vont se remplir comme des cochons parce que justement, tu utilises trop cette partie-là. T'as parlé de l'antivirus? Ah non, c'est demain l'antivirus. Oui, c'est demain. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Allez, hein, depuis donc l'interface graphique, on va essayer de faire un petit déroulé succinct. Une fonctionnalité que j'ai pas abordée parce que je savais qu'on aurait le temps de faire une démonstration, c'est la partie édition de profil. Je vous ai parlé de cette magnifique liste tout est magnifique en fait sur cet outil, il faut que j'arrête de le dire. Cette liste de profils, et en fait, PowerSC vous permet de récupérer la liste et de créer des profils customisés. Pour la partie AX, ils ont été encore plus loin. Je ne vais peut-être pas l'aborder parce que sinon après il y aura une rancœur. Pour la partie BI, on retrouve les 3 profils ici, avec comme suffixe, comme suffixe, IBMI underscore, et c'est comme ça qu'on sait que c'est un profil IBMI. Donc on retrouve Best Practices, CIS et CIS 7.5. Si on prend Best Practices, on voit qu'il y a 37 règles dedans, et à chaque fois, on a un nom de règle. Pour la partie IBMI, pas trop compliqué à comprendre, hein, parce que chaque fois c'est la même chose. Enfin, je veux dire, ça parle de soi, on va dire. Et la possibilité donc de filtrer. Si je prends les mots de passe, par exemple, on a beaucoup de règles sur les mots de passe, dont une qui est assez simple pour une démonstration, qui est de vérifier si on a des utilisateurs avec des mots de passe par défaut. Et donc, comme on a envie de s'amuser, on va se créer des petits utilisateurs avec différents jeux de mots de passe. Tu dois avoir les Dupont et compagnie qui sont créés. Non, je les ai supprimés exprès. Donc on va se créer des utilisateurs qui vont s'appeler tous les 3 Dupont, parce que on aime bien cette référence. On va créer un utilisateur Dupont T où son mot de passe, ce sera le nom d'utilisateur en minuscule. On crée un deuxième utilisateur qui lui va s'appeler Dupont D, qui nous permet d'éviter de faire trop de manip aussi. Lui, ça va être mot de passe par défaut en majuscule. Je me l'écris aussi dans les notes parce que sur un malentendu, je vais oublier. Et un dernier, Dupont S, qui lui, pour le coup, il va être un peu fourbe et il va écrire à moitié en majuscule, à moitié en minuscule, on ne sait pas trop. Et lui, c'est pareil. J'ai
Je vais le mettre aussi, comme ça je le retrouve facilement. Maintenant qu'on a créé ça, on sait qu'on a des utilisateurs avec des mots de passe par défaut, et ben on va créer notre règle customisée qui va s'appeler IBMI et PCDMO Dupont. Sans acronyme plus. Hop là. Et donc là, simplement, sur la gauche, on retrouve notre profil par défaut, mis à disposition par PowerSC. Sur la droite, notre nouveau profil qui est pour le moment vide. Et on va rajouter une petite règle. Donc c'est très simple, je sélectionne une ou plusieurs règles et je fais la flèche vers la droite qui nous permet de rapatrier donc les règles sur notre profil customisé. On peut aussi, si on n'est pas satisfait de ces règles, les retirer. Maintenant, on a juste à sauvegarder et à copier sur notre endpoint. Donc pareil, on peut en sélectionner un ou plusieurs. Nous, on va se focaliser sur la partition Padawan qui s'appelle MFE IBMI PSC Demo 01. Ça fait plus que 10. Hein? Ça fait plus que 10 caractères. Bah oui, mais ici, normalement, elle s'appelle bien Padawan. J'ai pas menti. Maintenant, on va dans l'onglet Conformité. On va sélectionner notre partition. Le best practice de tout à l'heure, j'effectue la simulation avant d'appliquer un profil. Je sélectionne mon profil customisé ici. On a plus de profils customisés que de profils par défaut. Et après, donc, selon les capacités qu'on a accordées à la partition, nous, on ne lui a pas mis beaucoup de CPU, pas beaucoup de RAM, donc pour l'opération simple. Pour la partie simulation, donc on va la retrouver ici. Simulation, c'est bien le nom de notre profil. Et on voit qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'utilisateurs qui ont un mot de passe par défaut. Ça, vraiment, il va falloir qu'ils corrigent ça. Oui. Nous, les utilisateurs qui nous autorisent, c'est les utilisateurs Dupont, parce que les autres, on n'a pas de contrôle dessus. On est. Il n'y a pas de Dupont S. Il n'y a pas Dupont S. Parce qu'il a mis un D majuscule et un S majuscule. On a modifié la casse. Et comme il n'y a aucune règle de sécurité sur cette partition, c'est une véritable passoire, et bah, c'est même pas repéré quand on a créé l'utilisateur. Et autre chose que j'avais oublié de modifier donc là, à chaque fois, on a une description. Et la description, je l'ai passée parce que je la connais déjà. On est en mesure de passer des arguments avec les règles. Et ici, par défaut, l'argument qui est passé, c'est none. C'est-à-dire, si je rencontre un mot de passe par défaut, qu'est-ce que je fais? Soit je ne fais rien, qui est l'action par défaut, soit je désactive le profil, qui est l'action un peu rude mais efficace, soit je mets le password expire. Comme ça, prochaine connexion, tout se passe bien, il peut se connecter, juste il changera de mot de passe. Donc on va mettre password expired parce que sans espace entre les deux, parce qu'on a envie d'être gentil avec les utilisateurs. Donc je fais la même manipulation, sauvegarder et copier. Là, en plus, dans les dernières mises à jour, on voit que ma partition MFE IBMI PS, ma partition Padawan, c'est plus simple, elle a une copie de ce profil, mais cette copie n'est pas à jour. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. C'est fantastique. C'est ta faute. Je resélectionne. J'ai pas besoin de simuler parce qu'on a déjà fait la simulation et que ça n'aurait rien changé. Et j'applique mon profil. J'espère qu'il n'y a personne qui a une démo à Stana ou machin, parce qu'on arrive à les 3 minutes. Oups. Je te dis ça au hasard. Ah non, mais j'ai dit le code word. Ah, c'est pas grave, il expire. Il le change. C'est ça. Donc si on retourne maintenant que ça a été appliqué, si on retourne ici, on quitte mon super utilisateur. Dupont D, on a dit que lui était en majuscule. Et paf! Donc lui, il doit changer son mot de passe. Non, je me suis trompé. Hop, on change son mot de passe parce qu'on est gentil quand même. Et on va tenter notre Dupont T.
Je me suis pas trompé en plus. Hop là, et là, et j'ai réussi à mettre les deux pareils. Donc maintenant, la vraie question, c'est est-ce que si je fais un check de ma partition, je vais être bien conforme ou pas? Encore une fois, hein, voilà. Hein. On dort pas tout de suite. Merde. Pardon. Et bah non, on a eu un petit filou, c'est dommage que d'habitude c'est lui qui le fait, donc là je suis le filou tout seul, qui a changé un mot de passe par défaut par un autre mot de passe par défaut. Donc bah, on va peut-être sévir un petit peu. De quoi? En fait, tu peux le faire. Non, en fait, Il n'y a aucune règle de sécurité, donc tu peux faire ce que tu veux. c'est-à-dire que Tu le changes, mais tu remets la même chose. Ah non, c'était en majuscule, je passe en Oui. minuscule. Oui, bien sûr. En fait, le problème, c'est que la compliance, le problème d'une compliance, c'est de se dire, je me mets des règles. Parce que sinon, c'est le bordel couvré. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu dis, je veux pas que mes profils soient identiques, mes mots de passe soient identiques à mes profils, que c'est suffisant comme règle. Parce que si tu mets Toto, et tu mets Toto en minuscule ou un coup Toto en majuscule, tu n'as pas changé ta règle. Donc, le but, c'est de se dire derrière, c'est pour ça que dans le profil, il y a tout un tas d'autres règles, notamment sur les passoires, où tu peux dire, je veux que maintenant ma valeur, la longueur de mot de passe soit de 8 caractères minimum, je ne veux pas répéter les caractères, c'est-à-dire que toutes tes valeurs système, tes Q6val, où tu peux avoir toutes les valeurs de Q-password, bah, tu les modifies en fait, et ça te permet justement d'ajouter une règle complémentaire à ta machine. Et c'est là où tu vas éviter le mec qui va faire le contournement. Ça, c'est le principe, c'est humain par défaut. C'est-à-dire que le mec qui met son mot de passe, avant, dans le temps, on levait le clavier, il y avait le mot de passe de la belette qui était dessous. C'était connu. La comptable, elle avait mis son mot de passe ou machin, peu importe, on fout, elle avait son truc là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Le truc, ils ont mis Dupont, ils ont mis Pimpon 1, on change le mot de passe, on met Pimpon 2, Pimpon 3, ainsi de suite. C'est credential. Donc, si on ne met pas des règles comme sur du Windows ou ainsi de suite, bah, finalement, on ne va jamais résoudre le problème. D'accord? Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, quand on fait de la compliance, ce n'est pas qu'une seule règle. Parce que sinon, c'est. Quelque part, c'est comme quand on nous dit on fait du SSO, je fais de la sécurité, je mets du SSO sur ma partition. Non, c'est que j'amène une autoroute sur ma partition en mettant du SSO, mais je ne fais pas de la sécurité. Si la machine est une passoire, j'ai plus de monde qui peut aller sur la passoire, mais je n'ai pas sécurisé la passoire. C'est le principe. Donc, c'est toujours la même chose. La compliance, ce n'est pas qu'une seule règle, c'est une suite de règles, de bonnes pratiques, et ainsi de suite. Parce que les mots de passe par défaut, on peut faire plein de clients, on va toujours en trouver. Parce qu'il y en a un qui a une excuse, oui, mais parce que c'était le logiciel, patati, patata. Non. À un moment donné, la sécurité, elle commence par des principes de base. Donc déjà, c'est des profils différents. Là, on a été gentil, on a juste fait un profil où on a mis changer le mot de passe. Mais tu t'imagines si demain, tu as un client qui a 3000 Pékins sur la machine, tu fais mot de passe identique, tu fais disable, ton téléphone, il est rouge incandescent. Parce que là, les mecs, ils vont être désactivés, ça va poser vraiment problème. Donc, c'est là-dessus où, en fait, ça se travaille, et toujours une règle par une règle, une étape par une étape. On ne change jamais plusieurs facteurs en même temps. C'est comme quand on fait une remédiation de sécurité, on va faire une photo en instantané d'une machine, puis on va dire, on a des profils, on n'a pas de profil de groupe, on n'a pas ci, on n'a pas ça, ou Toto est propriétaire de 3000 objets, demain, je supprime Toto, ça part un peu en cacahuète. On connaît tout ce truc. Donc, c'est là-dessus où, en fait, de la même manière qu'on fait la compliance avec du PowerSC, il faut qu'on sache déterminer avant le profil de règle qu'on va appliquer pour dire je suis en capacité de savoir ce que je vais faire et ce que je vais impacter. Parce que là, on l'a fait sur Toto, sur Dupont et compagnie. Mais vous imaginez qu'il y a 3000 utilisateurs et que dedans, il y en a 500 qui ont un mot de passe identique. On a fait le truc. Alors, on peut faire des undo, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière et désappliquer les règles. Donc, c'est aussi l'avantage de ce produit-là. C'est plus facile que si on avait fait une moulinette à la main et là, il fallait la relire à l'envers, ainsi de suite. Mais c'est un vrai travail, c'est-à-dire c'est pas se dire juste le produit est capable de le faire, je laisse faire le produit bêtement. Il y a une vraie réflexion derrière qui doit être amenée sur la capacité à analyser la compliance. Du coup, oui. Alors, pour revenir sur les justement, parce que là, moi, ce que je comprends, c'est qu'on a un outil à côté, il y a une directe de compliance, et on voit qu'on a le changement de mot de passe. Il y a, on va dire, les correct système défini. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que quand je veux changer mon mot de passe, que ça aille interroger la base de compliance pour dire, attendez, là, tu vas faire pas. Pourquoi aller interroger une base de compliance externe? Parce que justement, c'est là où j'allais en venir, on a l'aspect modulaire de PowerSC, c'est que là, on a fait un profil avec une règle. Dedans, il y avait beaucoup d'autres règles. Parmi ces autres règles, il y a une règle qui modifie le Q-Password Rules
qui permet justement de configurer, comme l'a dit Laurent, taille minimum de mot de passe, la possibilité d'avoir de manière chiffrée ou non chiffrée Dupont S avec des majuscules, le reste en minuscules. Ça, c'est pas vu comme un mot de passe par défaut, on sait que ça l'est, c'est identifié quand on a dans le Password Rules le bon paramètre. Et donc là, c'est cet aspect modulaire, c'est on commence, on va chauffer la joue, puis plus ça avance, plus on va reculer le bras pour prendre de l'élan et pour aller dans un vrai. Voilà. Et là, par exemple, Password Rules, qui est la règle par défaut, vous pouvez enlever ou rajouter des paramètres. C'est les paramètres qu'on retrouve de base dans la section aide. C'est ça. Et c'est possible d'en rajouter, d'en enlever pour que ce soit conforme avec ce que veut le RSSI, etc. quoi. Donc, une fois qu'on a fait ça, pareil. Le password rule, c'est 12 règles. Vous pouvez aller jusqu'à maximum 12 règles de password. J'ai attendu trop longtemps. À ce niveau-là, ça complexifie un peu la chose. Par contre, là, c'est un coup à se prendre les pieds dans le tapis. Parce que là, ça devient compliqué, parce que ça veut dire que déjà, on peut, par exemple, on avait fait le test avec Mathieu, par exemple, on peut dire, je ne veux pas que le même caractère soit à la même position. Donc, si je vais mettre Dupont T, machin, ainsi de suite, bah, sauf que la fois d'après, je ne peux pas mettre Dupont même majuscule ou minuscule, puisque les premières lettres sont identiques. Et je peux dire combien de lettres peuvent être identiques, avec combien de répétitions, les chiffres, ainsi de suite. Avec le caractère, oui. la position précise. Voilà. Ça ne peut pas changer leur mot de passe pendant 25 ans, ça va être compliqué. Alors après, ça dépend de combien de mémoire tu vas garder. Tu vas dire, ok, c'est les 3 derniers mois, par exemple. C'est ça, c'est sur les 3 derniers mois, c'est sur les 3 derniers mots de passe. Mais après, tu peux de la même manière, quand tu fais le Password Rule, tu peux aussi dire que, par exemple, tous les 40 jours, tu changes ton mot de passe, tous les 15 jours, ainsi de suite. Hein. Qui peut devenir vraiment psycho. Voilà. Mais c'est le problème aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, devenir un ayatollah du password, c'est contre-productif. Parce que le but du jeu, c'est que soit les utilisateurs ils vont trouver une solution de contournement, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui met son profil, et il va le filer au copain. C'est généralement comme ça que ça va se terminer. Il y a un truc qui est tout bête, mais un password level 0 à 2, c'est sympa, mais le CSSID. On est d'accord, mais je veux dire, la probabilité que tu tombes sur le hacker du quartier qui est capable de remonter un password level 0 qui va te changer toutes tes règles, elle est quand même assez limitée, quoi. En interne, il faut quand même on arrive à des gens qui soient quand même assez élevés ou que moins, mais quand même un niveau de capacité super fort. Le Pékin moyen qui est dans un entrepôt en train de faire de la saisie avec son pistolet, lui, le seul truc qu'il voit, c'est que le matin, ça lui prend le chou de se connecter avec son password qui change tous les 3 semaines. Ils sont en code barre. Oui, non, mais. Les mots de passe sont en code barre. Oui, mais justement, c'est aussi une des failles de sécurité, c'est-à-dire que quelque part, tu amènes un niveau de sécurité en faisant des règles, et les mecs, ils les contournent en mettant en fait des codes barres pour les mots de passe, et qu'au final, n'importe qui peut utiliser le code barre. C'est la demande que j'avais fait l'année dernière pour la MFA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui serait, alors je prends un truc qui est tout bête, hein, mais quand on voit la complexité du processus pour avoir un mot de passe MFA, typiquement, si j'avais un compte et que j'avais mon téléphone avec mon coche qui tourne et je remplissais mon code pendant la minute, déjà rien que ça, tu gagnes énormément en termes de sécurité. Et c'est aujourd'hui, c'est PowerSC pas capable de le faire. Enfin, je suis pas sûr que ça évolue sur cette partie-là. Mais la dernière fois, on avait essayé de le regarder, mais le code avec des backslash, etc., vous ne faites pas ça sur un. Après, il y a des applications qui le font assez facilement, hein, de dire transformer une chaîne de caractères en QR code ou en code barre. Ça se fait. Derrière, c'est sûr que PowerSC, en l'état, pour le moment, il ne le fait pas. Et derrière, PowerSC, il a aussi des API qui permettent d'échanger avec et de se dire, de faire une espèce de micro-application qui va dire, qui va prendre mes facteurs d'authentification. Je récupère le token, je crée le code barre, paf, je le flash et voilà quoi. Ouais, parce que tu peux faire du REST API, tout ça avec PowerSC. Donc du coup, tu peux attaquer PowerSC différemment. Par contre, c'est sûr qu'à un moment donné, ton logiciel qui va faire l'attaque de PowerSC pour faire de l'API et ainsi de suite, il faut aussi sécuriser ce genre de credential. Mais pas de souci là-dessus, mais effectivement, les règles de mot de passe. Les règles de mot de passe, c'est juste un exemple. Hein. Après, là, c'est un cas d'application qui est différent. C'est cas simple. C'est cas simple et facile à comprendre. Mais changer les mots de passe sur une structure qui n'a pas changé de mot de passe depuis 84. Ah ben après, c'est toujours le même. Il y a déjà des mots de passe. Non mais
Non, mais c'est un problème qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a tellement de clients qui sont en Q-Password level 0 et qui sont en Q-Sécurité 20, à un moment donné, ceux-là, on ne peut plus rien faire pour eux, quoi. Ils sont perdus pour la France. Donc, soit ils vont faire autre chose, mais c'est pareil, c'est comme quand on dit on passe d'une 7.4 à une 7.5, la Q-Security, elle passe en Q-Sec 30 obligatoirement. Non. Si la Q-Sec, elle est en 20 sur une 7.4, tu fais un changement de version en 7.5, elle reste en 20. C'est que à l'installation d'une 7.5 et la Q-Sec 30, elle est par 30. Mais sinon, par un défaut, heureusement, parce que je peux vous garantir qu'un changement de version, elle passe de 20 à 30, la machine, elle est pliée. Hein. Donc voilà. Non. Mais c'est pour ça que la sécurité, c'est un vrai sujet. Et que là-dessus, à un moment donné, il faut aussi les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les gens déjà à la base sur les vraies règles, sur les bonnes pratiques de l'IBMI, avant de se dire, parce que le problème, c'est qu'on a juste 30 ans de retard en termes de sécurité sur les BMI. Les clients qui n'ont pas mis 1 euro pendant 30 ans, maintenant, ils le payent aujourd'hui. Parce que potentiellement, alors, la plupart du temps, ils se font hacker, ils se font cryptoloquer, tout ce qu'ils veulent, mais ils disent, mon IBMI est passé à côté à chaque fois. OK, mais maintenant, les vecteurs de propagation, c'est les axes réseau. Il y a combien de clients qui se retrouvent avec une lettre PQRSTVW, on s'en fout sur les PC, qui sont connectés sur l'IBMI? Il y en a à peu près 90% des clients. Ou l'IFS qui est en route ouvert, open bar, et vas-y mon poulet, connecte-toi. Donc, tant qu'on ne changera pas ces mentalités-là, on peut bien proposer du PowerSC, du QRadar ou tout ce qu'on veut, on ne résoudra pas le problème. Ouais. Ça, c'est le vrai message de base de la sécurité en IBM. Il faut déjà changer les mentalités et ensuite, derrière, travailler avec des outils qui vont faciliter les compliances, ainsi de suite. PowerSC, c'est un facilitateur. Il n'est pas là pour corriger le fait que l'administrateur IBMI, il n'a rien fait pendant 20 ans. Lui, le pauvre, il est pour rien, quoi. Voilà. Non, pas l'administrateur, PowerSC. Non, je disais PowerSC, il est pour rien en fait que l'administrateur n'a rien fait. L'administrateur, s'il n'a rien fait, c'est un problème. Mais là, du coup, c'est tout. Ah bah oui, du coup, on a dépassé. On a même dépassé. On s'est retenu pendant la pause café. Il va falloir y aller, sinon il n'y aura plus de café après. Et ouais, du coup, on va pouvoir essayer cet aspect modulaire qui permet justement de faire une transition un petit peu plus douce que au lieu de mettre tout de suite tout le bras, de juste mettre un petit bout de poignet. Bon, merci. Merci beaucoup et demain il y aura la partie MFA et Clamatic.